Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immateria. Au sommaire aujourd'hui, constat informatique et recherche de preuves. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux experts sur notre plateau. Dominique Vinnégrou, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors je rappelle Dominique que vous êtes ancien avocat et expert informatique près la Cour Appel de Paris, mais vous conseillez également les entreprises en matière de cybersécurité et vous réalisez très régulièrement des constats sur ordonnance. Tout à fait. À vos côtés, Jean-Baptiste Belin, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, vous travaillez au sein du cabinet Staub et Associés et vous travaillez particulièrement sur les questions en droit de l'immatériel et des nouvelles technologies. On va donc parler du constat informatique et de la recherche de preuves. Mais première question Jean-Baptiste, en quoi donc ce constat informatique et la recherche de preuves intéressent-ils les décideurs ? Écoutez Nicolas, la preuve c'est la base de toute action en justice. Si on n'a pas de preuve, on ne peut pas valablement espérer quelque chose à l'issue d'une action judiciaire. C'est impératif. Or, aujourd'hui, comme les informations sont devenues immatérielles et donc volatiles, nous avons beaucoup de décideurs dans notre clientèle qui ont l'intuition qu'ils sont victimes d'une atteinte à leurs actifs immatériels, à leur logiciel, à leur base de données, mais qui n'ont pas les moyens nécessaires pour prouver cette prétention et donc espérer être indemnisés en justice. Et donc, c'est en cela que la preuve, notamment sur support informatique, est très difficile à obtenir. Et alors, est-ce qu'il existe quand même des procédures juridiques qui permettent d'aller chercher cette preuve ? Alors, déjà, il n'existe pas en droit français de procédure générale d'obtention forcée de preuves en justice qui soit réellement efficace. Il y en a, mais elles sont longues, elles supposent une absence de difficulté et donc finalement, c'est pas efficace. En revanche, il y a un outil spécial qui est prévu par le Code de procédure civile et l'article 145 qui permet, là, d'être autorisé par un juge à envoyer un huissier chez une société tierce, chez un particulier, pour, aux fins de mettre en œuvre des mesures de recherche de preuves. Dominique, lorsqu'un huissier est envoyé justement en utilisant cet article 145 sur lequel nous reviendrons, qu'est-ce qu'on va aller chercher ? Quel type d'informations et quel type de preuves on va aller chercher là-bas ? Alors ce qui est important de préciser d'ores et déjà, c'est que c'est une procédure non contradictoire. C'est-à-dire que les personnes, qu'elles soient physiques ou morales, chez lesquelles l'huissier et moi qui suis expert qui l'assiste arrivons, ne savent pas qu'on arrive. Donc ça c'est un point extrêmement... Ils ne peuvent pas se préparer, ils ne peuvent pas détruire, ils ne peuvent pas cacher. Exactement, et c'est l'objectif, c'est d'éviter qu'ils puissent altérer ou détruire la preuve. Donc maintenant, sur quel type de preuve, quel type d'éléments on peut collecter ? On pourra collecter tout ce qui est autorisé par l'ordonnance qui aura été rendue par le président du tribunal qui aura été saisi. Donc typiquement, on pourra prendre des documents papier, des documents électroniques. Si un document ou si le type de document n'est pas autorisé explicitement dans l'ordonnance, on ne pourra pas, l'huissier ne pourra pas les prendre. Donc si je comprends bien, on peut tout regarder, mais on ne peut pas tout collecter. Exactement. Donc en fait, on pourra regarder tous les systèmes informatiques qui sont autorisés dans l'ordonnance et on pourra collecter les documents qui sont également autorisés, c'est-à-dire des courriels, des documents marketing, des documents commerciaux, des photos éventuellement. Si par contre c'est très restrictif en disant qu'on ne peut prendre que des factures ou qu'un fichier client, si les personnes chez qui on va ont pris des données qui sont autres mais qui peuvent également intéresser l'affaire, on ne pourra malheureusement pas les prendre. On pourra donc du coup pas s'en servir. On ne pourra même pas l'huissier ne pourra pas les prendre. D'accord. Et alors, je vous propose maintenant de revenir un petit peu sur cet article 145 donc, du Code de procédure civile dont on parlait tout à l'heure. Quelles sont les conditions posées par celui-ci ? Alors, la première condition à l'emploi du 145, c'est d'obtenir une autorisation judiciaire. Cette autorisation judiciaire, elle s'obtient effectivement de manière non contradictoire dès lors que c'est justifié par les besoins de la cause. Évidemment, face à des documents qui sont par nature immatériels, si on prévenait la partie qui les détient de l'introduction d'une procédure visant à rechercher ces données, c'est très facile de les supprimer, on ne trouvera rien. Donc la première condition à l'article 145, c'est premièrement l'absence de litige en cours, d'accord, entre la personne requérante et le requis, et l'existence d'un motif légitime tenant à la conservation ou à l'obtention de la preuve. Par exemple, on est souvent appelé dans des affaires où un ancien salarié est parti avec la base de données client de l'entreprise, ou des parties qui sont en relation d'apport d'affaires ont le sentiment que l'autre ne joue pas vraiment le jeu et minore son chiffre d'affaires pour payer moins de commissions, ou alors de la fraude interne par exemple de salariés. Et donc dans toutes ces affaires-là, il faut expliquer au juge qu'il y a un terrain propice à une action future
qui n'est pas certaine faute de preuve. On n'a pas la certitude que ce salarié a bien dans son disque dur les données de l'entreprise. Mais avec des logs de connexion, avec certains emails, le requérant a quand même des indices qu'il expose au juge pour le convaincre que l'article 145 est utile. Donc ce motif légitime, il est apprécié par le juge qui arbitre entre le droit à la preuve, d'une part, du requérant, qui a besoin d'obtenir ces éléments pour se défendre ultérieurement, et les droits du requis. Ça peut être la vie privée de la personne, si c'est une personne physique. C'est sûr qu'on ne peut pas aller chez quelqu'un et regarder tout son disque dur sans motif, il faut justifier, limiter l'intervention, ou alors, en concurrence déloyale, il faut prouver qu'il y a des indices d'atteinte. Et donc le juge arbitre entre ces deux droits contradictoires pour trouver un équilibre, et cet équilibre, il passe, comme le disait justement Dominique, par une grande rigueur dans la rédaction de l'ordonnance, qui définit la mission de l'huissier. Et la mission de l'huissier, le juge va la limiter à ce qui est strictement nécessaire à la recherche des preuves qui sont demandées par le requérant, rien de plus. Et donc pour limiter ce périmètre attentatoire au droit du requis, l'utilisation de mots-clés qui sont directement en lien avec la future procédure est extrêmement importante parce que les mots-clés vont être choisis avec l'expert en amont pour avoir le plus de chances de trouver ce qu'on cherche. Vous voyez, et d'exclure toutes les informations personnelles ou alors qui concernent d'autres dossiers qui ne sont d'aucune utilité au requérant. Alors juste pour bien comprendre, en fait pour faire appel à cet article 145, l'entreprise n'a pas besoin d'être déjà lésée, mais elle peut simplement anticiper qu'elle pourrait potentiellement être lésée plus tard. Exactement. L'article 145 joue quand bien même l'existence d'un futur procès n'est pas acquise. Il faut expliquer au juge qu'il y a les indices, qu'il existe des indices laissant croire à une atteinte au droit, une violation de droit, qui peut être réparée dans le cadre d'un futur procès. Mais on est dans l'éventualité, n'est-ce pas ? On n'a aucune obligation d'agir en justice après le 145, ni même d'apporter la preuve au juge que oui, si on obtient les informations, on va agir en justice. C'est une liberté qui est donnée par l'article 145. Et alors justement, cette preuve, une fois l'ordonnance obtenue, on va aller la chercher. Dominique, comment se déroule la recherche de preuves concrètement ? Alors, la recherche de preuves, l'huissier et l'expert que je suis sommes liés par le contenu de l'ordonnance. C'est-à-dire que l'ordonnance va nous servir de trame durant le déroulé des opérations. Donc, dans cette ordonnance, généralement, mais pas toujours, il est fait allusion à un certain nombre de mots-clés. L'important, c'est que ces mots-clés soient choisis pertinemment parce qu'on a plusieurs cas qui peuvent se présenter. Soit l'utilisation de ces mots-clés, c'est une obligation, soit c'est une possibilité. Quand c'est une obligation, ça veut dire qu'en tant qu'expert, il ne sera pas possible de rechercher autre chose que les mots-clés qui sont cités dans l'ordonnance. J'ai eu des cas où des mots-clés qui étaient extrêmement importants, tels que des noms des clients, étaient indiqués dans la requête, mais n'étaient pas ciblés par l'ordonnance. Donc les informations qui étaient relatives à ces clients, il n'était pas possible de les prendre. D'où la nécessité de bien préparer l'ordonnance en amont pour... C'est essentiel. J'ai des cas également où en mots-clés, vous avez le nom de la personne sur laquelle il faut rechercher des informations. Donc ça veut dire que si c'est sur sa messagerie, on prend toute sa messagerie. Donc là, ça pose des difficultés d'exécution. Donc les mots-clés ne sont qu'une opportunité. Il faut les voir comme une opportunité puisqu'il s'agit de collecter des informations qui sont relatives à une situation, à un contexte, à un litige potentiel donné. Donc ce qui est très important, c'est de bien comprendre l'environnement dans lequel on va évoluer et d'être capable très rapidement d'identifier les systèmes sur lesquels on va procéder aux analyses. Si vous êtes chez un particulier, vous aurez 1, 2, 3, 4 ordinateurs, mais si vous êtes dans une multinationale, vous aurez des centaines ou des milliers d'ordinateurs et on ne peut pas tout analyser dans un temps limité. Donc il va être extrêmement important de bien cibler les ordinateurs, les systèmes sur lesquels on va analyser, et on ne pourra analyser les systèmes et uniquement les systèmes qui ont été ciblés par l'ordonnance. Donc on va pouvoir collecter du papier, des documents papier, des documents informatiques, mais regarder uniquement les systèmes autorisés. C'est-à-dire que si l'ordonnance ne cible pas les clés USB
ou les disques durs externes, on ne pourra pas les regarder. Si ça ne cible que l'ordinateur de monsieur ou de madame X, on ne pourra regarder que l'ordinateur de monsieur ou madame X. Et ensuite, on procédera à l'analyse sur cet ordinateur, sur les fichiers, dans la messagerie, pour collecter l'ensemble des informations. Et dans un second temps, on procédera à un tri de ces informations. Toujours sur place, du coup, le tri ? Toujours sur... Alors, aujourd'hui, les ordonnances qui sont rendues par le tribunal de commerce de Paris permettent quasi systématiquement de faire, si on a des difficultés dues à la volumétrie des informations, un tri en différé. Hein. Voilà, c'est un garde-fou qu'on mentionne dans l'ordonnance, parce que quand on fait des opérations dans de grandes entreprises, quand bien même l'expert sait ce qu'il doit chercher, ça peut prendre énormément de temps. Exactement. Le volume de données peut être trop important, et donc du coup, pour ne pas prendre le risque de voir des fichiers supprimés, d'accord, dans la nuit par exemple, dans le cas où l'opération durait 48 heures, une bonne ordonnance prévoit cette possibilité, autorise par avance l'huissier et l'expert à prendre copie d'un grand nombre de données, ou même d'emporter les machines parfois, hein. On peut aussi le mentionner, pour pouvoir sereinement ensuite faire continuer. Le tri selon ce qui est prévu par l'ordonnance. Ce qui est prévu par l'ordonnance qui a été rendue par le président du tribunal. Et alors, une fois ces investigations réalisées, qu'est-ce qui va se passer par la suite, Jean-Baptiste ? Alors, l'huissier, qui est le maître des opérations probatoires, va rédiger son rapport. Il va le communiquer à la partie requérante. Le rapport, c'est souvent un document de quelques pages avec un CD qui contient les fichiers informatiques qui ont été copiés. Et là, il appartiendra à l'avocat d'analyser les pièces, de définir la stratégie, de voir si les éléments obtenus sont réellement probants ou pas, peuvent être utilisés dans le cadre d'une action en justice ou non, qui, je le répète, n'est pas obligatoire. Donc même s'il y a preuve, il n'y a pas forcément procès derrière. En fait. Exactement. Ensuite, il faut aussi savoir qu'il y a une voie de recours qui est ouverte au requis, et donc la personne qui a subi les opérations peut faire valoir ses droits. Comme la procédure est non contradictoire, une fois qu'elle est informée de l'ordonnance, que l'huissier lui délivre sur place, elle peut restaurer finalement le contradictoire dans le cadre d'un procès futur. Ça peut arriver. Donc il y a aussi ce volet-là à prendre en compte. Mais c'est une voie de recours qui concerne souvent des cas extrêmes, avec des ordonnances qui sont soit rédigées de manière trop large, soit un expert qui a pris trop de choses. Si l'ordonnance est bien rédigée, cette voie de recours est difficile à mettre en œuvre. Dominique, pour finir, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de dossiers dans lesquels vous avez eu justement recours à cette procédure ? Alors, les cas de recours sont vraiment multiples, hein. Ça va dépendre des dossiers, mais dans la plupart des dossiers, vous pouvez avoir recours à ce type de procédure dès lors que vous avez besoin de trouver des éléments ou d'avoir des éléments que vous n'avez pas. Donc on rencontre très souvent ce type de procédure dans des contentieux salariés, avec les salariés. C'est-à-dire un salarié qui serait parti avec des informations de l'entreprise, par exemple ? Voilà, oui. Des cas de concurrence déloyale, des vols d'informations, tout type de contentieux, hein. Des dossiers qui peuvent être même techniques au-delà de ces situations de concurrence déloyale ou de vol d'informations. Généralement, dans les cas des salariés, il y a un premier constat qui est fait, qui est cette fois un constat qui est à la demande de l'entreprise pour faire un constat sur ces systèmes informatiques, hein, sur les systèmes informatiques qui étaient utilisés par le salarié. Et ensuite, sur base de ce premier constat, il y a un second constat qui va être réalisé dans la nouvelle société ou au domicile du salarié pour collecter les éléments de preuve relatifs par exemple à de la concurrence déloyale, le fait que le salarié a commencé à travailler alors qu'il était encore en poste, hein. Vous avez également de nombreux dossiers tels que tous les contentieux commerciaux, hein, qui pourrait y avoir, des cas de non-paiement de rétrocession tels que l'indiquait Jean-Baptiste, tout ce qui peut être relatif au cas de fraude, tout ce qui peut être relatif, dès lors que vous avez un outil informatique et une preuve informatique, généralement le constat peut présenter un intérêt, hein. J'ai eu deux derniers exemples, hein. Un cas où il s'agissait de démontrer qu'un courrier de convocation à une assemblée générale n'avait pas été correctement envoyé, hein. Et puis vous avez des cas qui sont des cas plus classiques, qui sont des recherches de fichiers clients, la comparaison en fait de bases clients qui est faite de manière non contradictoire.
Donc si je comprends bien, en fait, l'information devient de plus en plus immatérielle, donc de plus en plus manipulable, entre guillemets, par l'humain, et la justice, du coup, offre ce recours aujourd'hui pour les entreprises pour pouvoir se prémunir, en fait, justement, des manipulations Les informatiques. entreprises ou les particuliers. Les entreprises ou les particuliers, Ouais, effectivement. exactement. Mais c'est un texte qui n'est pas nouveau, qui existe depuis plusieurs années. Ce qui se passe, c'est qu'il n'a jamais été aussi populaire depuis que le volume d'informations immatérielles explose. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus partager votre expertise du coup sur ce plateau, sur les constats informatiques et la recherche de preuves. Je le rappelle, on vous réinvitera très bientôt s'il y a des suites du coup à ces épisodes. Merci en tout cas. Merci Nicolas. Merci à vous du coup d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro d'Immateria.